Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur les compagnies Costco et Target? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Donc ici, on va étudier le revenu, la croissance du revenu, les marges de free cash flow, ainsi que la dette nette, le PER moyen, ainsi que on va terminer avec la qualité du dividende pour essayer de déterminer si aujourd'hui laquelle parmi ces deux compagnies pourrait être une opportunité d'investissement. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, la première entreprise qu'on va analyser ici, c'est Costco. Donc, toutes ces deux entreprises exercent dans le secteur de la grande distribution, généralement aux États-Unis en majeure partie, mais également elles ont des opérations à l'extérieur, surtout pour Costco en particulier. Mais bon, les États-Unis restent quand même, États-Unis, Canada, ça reste quand même leur chasse gardée. À la fin de la journée également, il faut regarder, ils n'ont pas le même business model. D'accord? Il faut déjà se le dire. Donc, c'est la grande distribution, mais ils ne font pas exactement la même chose. Donc, les marges ne se ressemblent pas. D'accord? Costco est un peu plus vente en gros. Donc, généralement, quand vous allez à un Costco, si vous devez acheter, par exemple, c'est pas moi, disons des savons donc pour la douche, pour l'hygiène, soit à la fin de la journée, vous allez acheter des packs. Alors que à Target, vous pouvez juste acheter un seul ou deux, dépendamment de vous. Je disais Targo, Costco, donc j'ai fait la fusion. Donc ici, on n'est pas dans DBZ. Donc, normalement, à Costco, vous êtes plutôt dans la vente en gros, entre parenthèses. Donc, ici, on va aller regarder ici, et ce n'est pas particulièrement ça, parce que Costco, c'est encore plus profond que ça. Donc, je vous dirais généralement, ici on va se limiter aux chiffres, mais allez-y étudier le business model de ces deux entreprises ici, c'est totalement différent. Ce n'est pas que Costco est meilleur que Target, ou bien Target est meilleur que Costco. Attention, donc, c'est pas la même chose, mais on est dans le secteur de la grande distribution. Donc, ici, on regarde ici la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, ici, on a des revenus à peu près croissants sur les 10 dernières années, 8% de croissance sur les 10 dernières années, 5% sur les 5 dernières, et à peu près 11% sur les 3 dernières. Donc, la croissance tend à accélérer. Attention, elle est due à quoi cette croissance? Donc, n'oubliez pas, secteur de la grande distribution dont le same store sale est important. C'est une métrique que vous n'allez pas voir sur les états financiers, mais dans les rapports financiers, c'est important. D'accord? Donc, c'est pour les deux entreprises. Donc, ici, on a une croissance plus élevée. Alors, sur les 10 dernières années, on a à peu près 8% de croissance. La croissance tend à accélérer sur les années, 5 dernières et 3 dernières années. Attention, vous constatez que 2021 et le dernier trimestre sont croissance extraordinairement élevée par rapport à ce qu'on a d'habitude. C'est pas comme s'ils ont ouvert de nouveaux magasins ni quoi que ce soit. D'accord? Parce que la croissance ici, elle est généralement, ça peut être une croissance organique, donc c'est-à-dire que le même magasin génère plus de revenus, ou bien ça peut être une croissance parce qu'on a ouvert de nouveaux magasins. Généralement, c'est ça, c'est très rare de faire des acquisitions. D'accord? Donc, ici, vous pouvez constater que avant la période de la pandémie, on avait une croissance respectable, 7% par là, 6%, mais à partir de 2009-2021 surtout, la croissance est plus élevée. Est-ce qu'il n'y a pas eu une demande anticipée? Si tel est le cas, peut-être qu'il y aura un ralentissement au niveau de la croissance, au moins à partir de l'année prochaine ou bien l'année surprochaine, tout dépendra. Mais voilà, attention, ce sont des choses qu'on a en train de regarder présentement avant même de lire les rapports financiers. Ce sont des questions qu'on se pose. Donc, ici, en termes de revenus, je vais être gentil. D'accord, je vais juste vous préciser que je vais être gentil. Je prendrai présentement je vais mettre 218 milliards. D'accord, c'est 217,538. C'est par rapport aux 12 derniers mois. Donc, quand on parle des 12 derniers mois, on va se dire ici que la dernière fois qu'ils ont publié leurs résultats financiers ici, c'était au mois de mai. Donc ici, c'est jusqu'au mois de mai 2022. Donc entre le mois de mai 2021 et le mois de mai 2022. Donc les 12 derniers mois. Donc ici, on va se mettre ici techniquement à 218 milliards. Donc je vais juste comparer ça ici. Si on a une... Ok, d'accord, 50. Oui, ok. 222, on va mettre ici 218 milliards. D'accord? Donc, ça va être mis ici. 218 billions. Croissance des revenus ici. Bon. Déjà, il faut qu'on maintienne la croissance, le revenu actuel. D'accord? C'est la première chose. Donc, je vais mettre croissance zéro. D'accord? Déjà, si on maintient le revenu actuel, ce sera déjà une bonne chose. Donc, si le revenu actuel, l'entreprise est sous-évaluée, avec le revenu actuel bien correctement évalué, on se dira que croissance supplémentaire entraînera bonus supplémentaire. D'accord? Au niveau de la dette nette, je vous ai toujours dit valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Donc, ici, quand je regarde mon logiciel ici, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, ici, Costco, on met ici, je vais voir là. Voilà, donc au niveau là, ils ont plutôt de la dette du cash net ici, donc c'est positif. Du cash net, oui, c'est exactement ça. Donc je vais également regarder si Seeking Alpha, qu'est-ce qu'on raconte. Donc je vais aller à Valuation, voilà, ça va pas être long. Voilà, donc on va jusqu'au fond. Donc on constate ici qu'on a une dette nette, on a une dette de 9 milliards, d'accord?
9 milliards 40 millions, ce qui est par là. Et on a du cash net, du cash ici de 11 milliards 830. Donc, vous pouvez faire le calcul ici. Hein. On fait juste, voilà, la dette moins le cash. Ça va nous donner un chiffre négatif de toutes les façons parce que vous voyez que la dette est moins élevée que le cash. Donc, on a plus de cash que de dette. C'est juste pour voir si par rapport à ce qu'on a dans l'autre agrégateur, on a la bonne information. 2 milliards 790. Donc ici, on a quoi? 2 milliards 250. C'est correct. On est à peu près dans la même tendance. Donc, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je cherche à avoir le moins tort possible. Donc ici, on prendra ici 2 milliards 709. Donc, le calcul qu'on a eu ici. Donc, 2 milliards 700. Donc, 2,790. OK? En termes de milliards ici, ça va donner 2,79 billions. OK. Donc, la dette nette ici, donc on a plutôt du cash net, donc c'est-à-dire que c'est plutôt positif. Donc, on va mettre un petit plus ici. Maintenant, au niveau des PER, OK. Donc, quand on arrive ici, on constate que selon Morningstar, la moyenne par rapport à Costco uniquement, c'est 34% sur les 5 dernières années, 36% en date d'aujourd'hui. Enfin, 36 fois les bénéfices, pas 35%, 36%. Attention, je vous ai dit que le PER, c'est un rendement, d'accord? Donc, quand on s'échange à 34 fois en moyenne les bénéfices, ça veut dire que le rendement est de 2,9%, d'accord? C'est 2,9%. Donc, si cette entreprise était un immeuble et qu'elle vous reversait la totalité de ses dividendes au prix actuel, si vous l'achetez au prix actuel, vous aurez un rendement de 2,9%. Donc, on compare ce rendement par rapport au rendement du marché et par rapport au rendement dans la moyenne dans ce secteur d'activité. Donc ici, Costco, ce qui est sûr et certain, je ne l'achèterai pas à 35 fois les bénéfices. Sauf si la croissance est très, très, très élevée. Donc c'est pour ça que je vais dire ceci. En prenant déjà 25 fois les bénéfices, je suis trop optimiste. Parce qu'à la fin de la journée, la croissance de Costco tend à ralentir. Et une fois que la croissance tendra vers zéro, on aura de plus en plus des PER qui vont baisser, qui vont aller aux alentours de 20 fois les bénéfices, 17 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, je vais mettre 25 fois les bénéfices et c'est trop. Je vous dis déjà que c'est trop optimiste. D'accord? Donc ici, le nombre d'actions, on va aller regarder le nombre d'actions. Et encore, je pourrais même vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire ici. Donc quand je vais aller sur Guru Focus ici, on va sur Guru Focus, on va aller regarder le secteur de la grande distribution aux États-Unis. Donc je vais aller ici, USA, d'accord? Dans toujours Overview of Market Industry. Ça reste de l'information, c'est pas quelque chose que vous devez prendre voilà, comme parole d'évangile. C'est de l'information. Donc ici, on est plutôt dans Consumer Defensive, donc d'accord? Donc la grande distribution se retrouve ici. Donc ici, Consumer Package Good, Retail Defensive, donc Retail, parfait. Donc, retail, vous avez Discount Store, Food Distribution, Grocery Store. Donc, voilà, ils se retrouvent là-dedans. Donc, ici, vous allez voir que, est-ce qu'on a même du Costco? Oui, Costco est là, Walmart est là, Target est là, Dollar General, Cisco, Dollar Tree, Kroger, Albertson et tout le reste. Donc, ici, on regarde ici par rapport à la moyenne du secteur. Vous constatez que, bon, techniquement, la moyenne, on se dit, depuis 2021, depuis 2001, ici, on est quand même aux alentours, voilà. Voilà, on peut se dire que 20 fois les bénéfices par là, dans le secteur. C'est très rare, quand on arrive à 25 fois les bénéfices, l'ensemble de l'industrie passe moins de temps à ce niveau-ci. D'accord? C'est généralement la marge supérieure. D'accord? Avec des entreprises, voilà, des exceptions comme Costco qui sont à une marge supérieure. Mais ce qui est mieux, généralement, c'est de regarder le Chiller PI qui prend en considération l'inflation. Donc, il y a juste le PER par rapport à l'inflation. Donc, vous constatez que voilà, on est aux alentours de 20, ça nous donne quelque chose de plus consistant. Donc, c'est parfait. D'accord? Donc, on va prendre ici 25 fois les bénéfices, ce qui nous conforte à 25 fois les bénéfices. Donc, vous pouvez constater que dans l'autre entreprise également, voilà, on pourra faire la même chose. Donc, quand on revient ici, le nombre d'actions ici, c'est 445 millions d'actions. Est-ce que ça a tendance à diminuer? C'est plutôt stable. Voilà, c'est correct. Donc, on va mettre ici 445 millions. 445, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a combien d'actions? On a aux alentours de 443. Bon, ça ne dérange pas. Donc, à la fin de la journée, ça reste une estimation. Bon, on a ces éléments-là. Qu'est-ce qui nous manque? Free cash flow. D'accord. Pour les free cash flow ici, constatez ceci. Je prends d'abord, je compare par rapport à la marge nette parce que généralement, les compagnies de distribution ont tendance à avoir des marges nettes identiques à leur free cash flow. D'accord? Tendance. J'ai bien dit tendance. D'accord? Donc, il faut toujours prendre cela avec des pincettes. Donc, quand on regarde ici la marge, on est aux alentours de, voilà, ça a vu de 2% ici, 2.4, 2.4, 2.5, 2.6. Sachez également que cette marge-là est moins, voilà, ils ont des marges les plus, voilà, dans le secteur de la grande distribution aux États-Unis, Costco a vraiment les marges les plus limite, d'accord? Celles qui se rapprochent le plus de zéro, entre parenthèses, parce que Walmart, on va être à 5, par exemple, Dollar Général, vous allez être supérieur à 5, déjà fait comme ça. Donc, généralement, par exemple, Dollar Général qui vend des prix, des items, donc des choses, voilà, qui vendent peut-être
Généralement, ça, la marchandise, tout ce qui se vend dans les dollars en général sont des items à petit prix, donc en dessous de 10 dollars par là. Donc ici, vous constatez qu'eux, ils ont généralement des marges très très élevées. Par exemple, si je prends par exemple les marges de dollars général qui est DG, d'accord, qui sont, voilà, ici, vous constatez que Dollar Général, qui est une excellente entreprise, excusez-moi, excellente. Donc ici, vous voyez que les marges sont, voilà, supérieures. Pourtant, ils vendent des produits à des prix, voilà, défiant toute concurrence. Généralement, ce sont des items à petit prix, mais avec des marges très très élevées. Ici, Costco, on a 2,5% de croissance. Donc voilà, c'est pour ça que les gens favorisent généralement Costco, parce que voilà, ils ont, dans le sens où ils ont l'impression de faire généralement des soldes, d'avoir généralement de bonnes affaires à Costco. L'impression. C'est également vrai, parce que si on parle entre parenthèses, Costco fait réellement son argent avec les cartes de membres. Vous ne pouvez pas aller dans un Costco si vous n'êtes pas membre. Donc ici, quand on regarde ici par rapport à... On va prendre des marges ici de 2,5%, et je suis gentil en prenant 2,5%. Parce qu'il y a une partie de moi qui veut vraiment 2% par là, en moyenne, 2,2, 2,3. De toutes les façons, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, additionnez tout ceci et divisé par 10, comme ces 10 dernières années. Ou bien vous pouvez prendre la médiane, que je préfère généralement la médiane, ça évite beaucoup de bruit, surtout quand il y a des moins. Donc quand on prend ici par rapport au free cash flow, vous constatez que voilà, les free cash flow ont tendance également à fluctuer, parce que la dépense en capital passe par là, et la dépense en capital, elle peut être ça peut être une dépense en capital pour la maintenance, ou bien pour la croissance. Donc quand la dépense en capital pour la maintenance, c'est celle qui est durable, pour la croissance, c'est celle qu'on peut éliminer. D'accord? Donc s'il y a des problèmes temporaires, elle peut s'abstenir d'ouvrir de nouveaux magasins, ce qui enlève un tout petit peu de dépenses pour la croissance, qui n'est pas que c'est pas indispensable, mais voilà, ça nous permet de pouvoir maintenir au moins les magasins actuels c'est pouvoir achalander et relancer la production, on va le dire comme ça. D'accord? Donc je vais prendre 2,5%, et juste pour vous dire que c'est à 2,5%, je suis gentil par rapport à la moyenne de ce que l'entreprise rapporte. Entièrement, c'est 2,5%. D'accord? Elle a également les marges les moins élevées du secteur. Donc, elle a même la capacité de pouvoir augmenter ces marges-là. Mais ce n'est pas son business model. D'accord? Donc, 2,5%. Qualité de dividende, on va revenir après. Donc, comme on a déjà tous ces éléments-là, je viens ici. Les PER qu'on a choisis, c'est 25 fois. Donc, on ne va pas aller très, très loin. Donc, on va le mettre ici 25 fois. Donc, voilà. J'avais choisi 25 fois. Donc, on va mettre ici 20, 22, 25. Vous me connaissez. Donc, 20, 22, 25. Mais avec une particularité. On va favoriser 25 fois les bénéfices. Donc, on avait pris un revenu ici de 218 milliards, d'accord? 218 milliards, 2,5% de 218 milliards, ça donne combien? Donc, on fait ici 0,025, ça donne ici 5 milliards 450, donc on va mettre ici 5 milliards 450, 5 milliards 450, donc ici 5 milliards 450, voilà. Donc, on a tous nos éléments. Maintenant, sachez que ici, c'est PER, ici, c'est free cash flow. D'accord? Ce n'est pas EBITDA ni quoi que ce soit. Ce qui veut dire qu'au prix actuel, si l'entreprise actuellement n'a pas de croissance, je vous donne des marges de free cash flow de 2,5% par rapport au revenu actuel qui est de 218 milliards. D'accord? Ça vous donne à peu près une valorisation à 20 fois les bénéfices, ça vous donne à peu près une valorisation de 251 dollars l'action. D'accord? Si vous le prenez à 22 fois les bénéfices, c'est 275 dollars l'action. Si vous le prenez à 25 fois les bénéfices, c'est 312 dollars l'action. Actuellement, on cote à 446 dollars l'action. D'accord? Ça prend en considération également la croissance qu'on n'a pas pris en compte ici. Donc, moi, je dirais que l'entreprise est surévaluée ici. Si on ne prend pas en considération la croissance. Mais si je prends en considération la croissance, admettons ici, je dis bien, admettons qu'on garde une croissance à peu près de 8% sur les 5 prochaines années. J'ai bien dit qu'on garde une croissance de 8% sur les 5 prochaines années. La croissance va tendre à diminuer parce que celle-ci, elle est exceptionnelle. Elle va revenir à la moyenne. Donc, si on garde une croissance au moins de 8%, d'accord, ça donne combien? 1,08 exposant 5, ça donne ici 1,46,9, etc., 1,469. Donc, multiplié par le revenu, qui est de 218 milliards, d'accord, ça fait 320 millions. 2,5% de 320 millions, d'accord, ça donne ici 8 milliards. 25 fois les bénéfices de 8 milliards, ça donne combien ici? Donc, on va le mettre ici directement dans nos calculs. Donc, juste pour faire simple, on va le mettre ici 25. Donc, je mets le 25 ici. D'accord? Et ici, quand je vais prendre 8 milliards, donc ça donne ici à peu près 8 milliards, donc divisé par 8 milliards, non, on va mettre ici 1, d'accord? Pour faire simple, pour retrouver nos 8 milliards ici. Donc je prends 8 milliards, voilà. Ici, je le mets ici, 8 milliards, ok. 8, 1, 2, 3, boum.
OK. Donc maintenant, si vous prenez en considération une croissance de 7% sur les 5 prochaines années, ce qui revient à multiplier le revenu à peu près par 1,47, 2,5% de ce revenu-là qui est aux alentours de 300 milliards par là, ça donne à peu près 8 milliards ici, multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, ou bien plus le cash net actuel, divisé par le nombre d'actions, ça donne $456 l'action. Donc, techniquement, on serait, voilà, le prix actuel prend en considération la croissance future. Donc, sachant que Costco n'a pas une croissance, voilà, disons de 50% ou bien de 60% par là, techniquement, on se dira qu'en achetant l'entreprise ici aujourd'hui, on ne compte pas gagner beaucoup d'argent. D'accord? Au pire, le prix ne changera pas du tout. Il va stagner pendant quelques années. D'accord? Donc, moi, je dirais, on n'a pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Clairement, si quelqu'un veut avoir le dividende le plus élevé possible, ainsi que le rendement le plus élevé possible. Vous savez que sur Top Invest, on investit en se gardant une marge de sécurité. Donc, on n'achète pas l'entreprise à sa juste valeur. Si on a évalué l'entreprise ici aux alentours de $456 l'action, en prenant en considération voilà, la croissance de 8% à 7%, je me rappelle plus très bien. Sachez qu'on ne va pas l'acheter à ce prix-là. On va l'acheter au moins pour la moitié de ce prix-là. Donc, on va se dire ici que $225 l'action, ça serait un bon prix d'entrée, un bon point d'entrée. Pourquoi? Parce que, admettons que l'entreprise vous distribue la totalité de dividendes en termes de rendement en date d'aujourd'hui, en termes de free cash flow, en termes de dividendes. Imaginez qu'on arrive à voir, voilà, je vais mettre ici afficher le rouleau papier. Donc ici, imaginez qu'on arrive à avoir des free cash flow de 8 milliards d'ici 2026 par là, d'accord? Et qu'on achète l'entreprise en date d'aujourd'hui, d'accord? Acheter une entreprise au prix de 205 milliards qui va vous donner à peu près 8 milliards en termes de free cash flow. Ça vous donne un rendement de combien? Ça vous donne à peu près un rendement de 3,9%. Qui est la marge supérieure. Donc, si le dividende actuel, il y a une possibilité de croissance, mais on n'ira pas au-delà de 4%, en tout cas au moins pour les 5 prochaines années, sauf s'il y a une croissance extraordinairement élevée. Et je ne dis pas que la croissance va s'arrêter dans 5 ans, cette croissance-là peut être durable, peut être, voilà, vous pouvez l'avoir au moins pendant les 20 prochaines années, même si vous voulez. Tant que le marché est énorme, peut-être qu'ils doivent aller en Chine, etc. Ce genre de choses, mais de toute façon, il faut faire attention. C'est pas parce qu'une entreprise va s'exporter en Chine qu'elle va forcément avoir du succès. Donc, faites très attention par rapport à ça. La culture est différente. C'est peut-être pas la même façon qu'on se comporte. Donc, il faut juste faire attention. La croissance, maintenant, pour une entreprise de croissance, l'idéal, c'est de l'acheter sans croissance. Donc, l'idéal ici, si vous voulez acheter Costco en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance, voilà, $312 serait un prix idéal. D'accord? Si pour vous, 8%, c'est un prix satisfaisant pour vous. Donc, moi, personnellement, ça ne me satisfait pas. Je veux clairement un rendement plus élevé. C'est pour ça que, même si je pense que le dividende actuel, il est safe, le prix actuel n'est juste pas correct pour moi. Et je m'en fous de savoir que c'est Costco. Et elle ne va pas s'échanger à 30 fois les bénéfices éternellement. À un moment donné, ça va diminuer. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc, ici, on se dira que le dividende est safe. Il y a encore une marge de manœuvre. D'accord? Elle distribue également un dividende spécial. C'est un dividende qu'elle distribue ici depuis au moins, si je ne me trompe pas, ça fait 17 ans qu'elle distribue un dividende. D'accord? Ça fait ici, le dividende ici, il est croissant depuis 6 ans. Ils mettent 6 ans, mais le dividende est croissant au moins depuis 17 ans. Pourquoi? Parce qu'elle distribue généralement un dividende spécial. D'accord? Donc, il est croissant au moins depuis 17 ans. D'accord? Mais n'oubliez pas une chose. La meilleure chose à faire, généralement, ici, quand vous achetez une compagnie à dividende, c'est d'acheter une compagnie à dividende par rapport à qui vous reverserez un dividende plus élevé par rapport à votre prix d'acquisition. Si déjà, quand on considère la croissance par rapport à vos prix d'acquisition aujourd'hui, vous n'aurez pas un rendement supérieur à 4% au moins d'ici 2026, si on garde les marges, les PER de 25, un free cash flow de 8 milliards, d'accord, et pas de dette nette, d'accord, donc avec le même nombre d'actions actuelles, vous n'aurez pas plus que 4%, d'accord. Donc, on se dirait ici pour Costco, calmez-vous, voilà, décidez $250 l'action, ça va. Celui qui est trop pressé, $312 l'action, ça va, mais ceci reste uniquement mon avis. D'accord? Si vous investissez juste, voilà, sans prendre en considération la valeur d'une entreprise, voilà, faites comme vous voulez. Mais dans tous les cas de figure, je pense que quand on décide d'investir, c'est pour avoir un rendement plus élevé que celui que le marché propose. Même si vous recherchez un dividende, vaut mieux acheter l'entreprise à un bon prix. Je vous donne justement un exemple. Imaginez quelqu'un qui a acheté l'entreprise avant même qu'elle commence à distribuer les dividendes. D'accord? En 1994. Bon, c'est facile généralement à voir en 1994, c'est facile. Donc, on va dire ici, Max ici, en 1994, vous avez vu ici que par rapport au rendement du dividende en date d'aujourd'hui, qui est de 1%, le rendement du dividende en date d'aujourd'hui est de 1%, mais pour quelqu'un qui a acheté l'entreprise en 1994, son rendement par rapport à son prix d'acquisition est de 69%. Vous voyez? Quelqu'un qui aurait acheté l'entreprise en 2012, son rendement par rapport à son prix d'acquisition est de 4,52%. D'accord? Mais lui, maintenant,
il a un rendement par rapport à son prix d'acquisition, son rendement est bien plus élevé que le vôtre. Et c'est tout à fait normal. Ce qui veut dire que lui, par contre, il n'a pas, voilà, c'est pas un avantage pour lui de vendre cette action parce que théoriquement, quand vous prenez en considération le yield on cost en date d'aujourd'hui, enfin, le rendement aux actionnaires en prenant en considération le 8 milliards de free cash flow, techniquement, pour lui, c'est plus élevé que le vôtre. Donc, ne vous comparez jamais à quelqu'un qui a acheté ses actions il y a très, très longtemps. D'accord? Très peu de personnes gardent également leurs actions pendant très, très longtemps. Maintenant, vous, quand vous voulez acheter une entreprise qui verse des dividendes, c'est de vous poser la question, d'ici à X années, quel pourrait être le potentiel de rendement total si on me distribuait la totalité des free cash flow en termes de dividendes, en prenant en considération la croissance? C'est 4%. C'est 4%. Mais si vous réussissez à acheter cette entreprise-ci, disons à $250 l'action, ce rendement-là pourrait monter à 8%. Donc, ça dépend de votre prix d'acquisition. Donc, ça sera pour Costco ici aujourd'hui. On a assez duré sur une Costco. On va tomber directement sur Target. Donc, Target, c'est la même chose, grande distribution, mais complètement, business model totalement différent. Donc, on regarde ici, comme l'habitude, on va regarder les marges, les free cash flow, ainsi que le revenu. Donc, on fait la même chose ici. Par rapport aux revenus ici, on constate que la croissance des revenus est de 4% sur les 10 dernières années. Avant la pandémie, on avait une croissance erratique, à peu près de 1,5%. Constatez qu'ici, la croissance est très, très élevée. Donc, ce n'est pas durable. Raison pour laquelle on prend l'entreprise sans croissance. D'accord? Encore une fois. Donc, je préfère me protéger. Je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Donc, ici, on va mettre ici 107 milliards. Et je suis très gentil en disant 107 milliards, juste un chiffre rond. D'accord? Au moins préserver le 107 milliards, au moins jusqu'en 2026. Ça, c'est possible. D'accord? Maintenant, voilà, il faut aller lire le rapport financier pour avoir une certaine couleur, parce que ça pourrait diminuer très très vite, sans doute c'est pour ça même que le prix de l'action est bizarre. Donc ici, vous constatez également que le revenu, je prends 0, d'accord, par rapport à la dette nette ici. Voilà, dette nette, comme je vous l'ai dit, c'est valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, donc je vais revenir ici. On vient ici sur Target. Qu'est-ce qu'il nous mentionne? Donc je reviens ici au niveau de valuation. Voilà, on descend, boum. Donc ici, on a un cash de 1,15 milliard, on a une dette nette de 17,35 milliards, donc techniquement, notre dette nette est aux alentours de 16,20 milliards. D'accord, 16,20. D'accord. Ici, on va vérifier directement avec ce logiciel-ci. Donc, je mets que TGT. Ça va pas être long. Donc, TGT ici, Target. Je vais aller chercher de celui qui est côté Nice. Parfait. Donc, quand on arrive ici, voilà, ça nous donne à peu près 16 milliards par là. Donc, on va l'arrondir à 16 milliards 20, 16 milliards par là. C'est la même chose. Donc, on va mettre ici une dette nette. Maintenant, c'est la dette nette. Donc, on sera à 16 milliards. D'accord? On va mettre ici environ 16 milliards. D'accord? Voilà. Donc, au niveau des PER, là, par contre, ça, c'est plus la même chose. Je ne peux pas accepter payer cette entreprise à des PER de 20 parce que la croissance n'est pas la même. D'accord? Même si la croissance est très élevée ces temps-ci, il faut savoir pourquoi c'est dû à la pandémie. Moi, je peux déjà vous le dire. Allez lire les rapports financiers également. Vous allez voir que le management prévoit à ce que le revenu soit de moins en moins élevé. Donc, à la fin de la journée, techniquement, si le revenu change, si on revient à peut-être une moyenne de 80, 78 milliards, voilà, tout ça va fondre. Donc, il faut faire très attention. Donc, ici, le marché a l'habitude de payer combien pour cette entreprise? Si 7 soit les bénéfices, 12 soit en date d'aujourd'hui, c'est normal parce qu'il pense qu'il y aura une baisse en termes de revenus. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que c'est clairement sous-évalué. Donc, faites très, très attention. Faites très, très attention. Donc, ici, quand on regarde ici cette entreprise, on constate, voilà, 18 fois, 17 fois les bénéfices, voilà, 20 fois. Donc, je mettrai ici... Alors, je mettrai 15, 17, 20 en termes de PER directement. 15, 17, 20, avec une préférence pour 20, même si je pense que 17 également est correct. Ça, ce sont nos PER, d'accord? Parfait. Donc, 20 fois également, c'est un peu exagéré parce qu'elle est déjà mature de toutes les façons. Si c'est du long terme, ça représente un rendement de 5%. Donc, ça ne me dérange pas de rechercher un rendement de 5% sur cette entreprise-ci. Donc, maintenant... Alors, quand on arrive ici, qu'est-ce qui nous manque dans notre... Voilà, le nombre d'actions, 484, ça pourrait diminuer ici. Est-ce qu'on constate ici que l'entreprise rachète massivement ses actions? Oui, j'adore ça. Je préfère le rachat d'actions plutôt que le dividende ou bien la combinaison des deux, c'est une bonne chose. Sauf que le rachat d'actions, il faut le faire au bon moment exactement. Il ne faut pas acheter l'entreprise quand elle est surévaluée. Par exemple, maintenant, dépendamment de la valeur on va trouver ici, on pourrait déterminer si le rachat d'actions pourrait être une bonne chose ici aujourd'hui. Donc, on va mettre 484. Donc, ici, on constate que c'est 463. Donc, elle a sans doute racheté massivement ses actions ces derniers mois. Donc, on va constater également ça sur le dernier trimestre ici. Enfin, dernier trimestre disponible. Selon mon Insta, on a combien? 468. Donc, voilà, on va mettre 468, 464. Ça va, c'est pas différent. C'est pas grand-chose. 468. Maintenant, le free cash flow. OK. Alors,
free cash flow ici, la moyenne ici, c'est 5,46. Enfin, pas la moyenne. Regardez, voilà, quand on regarde à vue d'œil ici, on est à 4% en moyenne ici. 4,5% depuis les 2 dernières années, parce que ce n'est pas une année ici, ce sont les 12 derniers mois. Si on considère que 2021, ça c'est par rapport, voilà, si on considère qu'on est déjà en janvier 2023, on pourrait se dire qu'on est aux alentours de 4,5% par là, d'accord? Mais les free cash flow sont à combien? Alors, les free cash flow, 4%, 3%, 5%, 5%, 6, 5, 8. Donc, on peut se dire qu'on on est clairement aux alentours de 5% en moyenne. 5% en moyenne en termes de free cash flow. D'accord? Donc, si je prends 5% par rapport au revenu actuel, et je vous ai dit que le revenu actuel, attention, il pourrait diminuer. Donc, à prendre avec des pincettes. D'accord? Parce que techniquement, j'aurais même été à l'aise en me mettant en état stationnaire, donc avant la période de la pandémie, donc disons en 2021. Donc, on va même le faire, juste pour que vous ayez une certaine coloration entre les deux. Donc ici, on va juste se mettre ici, donc on va faire ça. On va mettre ici 80 millions juste pour l'arrondir, comme ça, c'est plus simple. Donc ici, on va mettre ici en termes de PE, on va mettre 5%, 5, simple. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ok, on va sur les calculs. J'ai pris 15, 17, 20. D'accord, 5% de 108 milliards, de 107 milliards ici, ça donne combien? 1,7 multiplié par 0,05, ça fait ici combien? 5 milliards 350. D'accord? On met ici 5 milliards 350. Ici, 5 milliards 350. D'accord? 15 fois les bénéfices, 5 milliards 350, moins la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, 138 millions. 138 dollars l'action. À 17 fois les bénéfices, 161 dollars l'action. À 20 fois les bénéfices, 196 dollars l'action. Et comme je vous l'ai dit, 17 fois les bénéfices, on peut être correct ici. Hein. Ça va aller. On va le prendre à 17 fois les bénéfices, vous voyez? Donc, on est correct. Maintenant, si je prends la même chose, 17 fois les bénéfices ici, d'accord, donc on va sensiblement rester au même niveau. Mais maintenant, à peu près avec 80 millions, qui est à peu près la moyenne qu'on avait en 2019, 2020, avant la période de pandémie. Donc ici, par exemple, on avait à peu près 78 milliards. Donc on va mettre 80 milliards parce que de toute façon, la croissance était erratique. Donc si vous prenez 1% sur les 5 prochaines années, on pourrait atteindre les 80 millions facilement. 80 milliards plutôt. Donc quand on prend 5% de 80 milliards, on est à 4 milliards. D'accord? On va le mettre ici, 4 milliards, d'accord, on met là, pam, 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 boum. Alors, si on prend 17 fois les bénéfices, soit 4 milliards ici, donc 4 milliards qui représente 5% de 80 milliards ici, 80 milliards en étant qui est l'état stationnaire avant la période de la pandémie. Donc, si les revenus tendent à diminuer dans le temps pour revenir aux alentours de 80 milliards, au moins on se serait protégé. D'accord? Donc, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, le prix actuel est juste, voilà, je dirais correct. D'accord, on est à combien aujourd'hui? 141 dollars l'action, 142 dollars l'action. Donc ici, on constate qu'on est à combien? 112. Donc quand on prend la différence ici entre 112 et divisé par 141, donc non pas plutôt 141 divisé par 112, divisé par 1,2, ça revient ici à peu près à 26. Donc une surévaluation de 26% par là. D'accord? Donc, techniquement, est-ce que c'est trop? Oui. Vous savez qu'il y a beaucoup d'incertitudes également. Si on revient à l'état stationnaire de 2019, voilà, c'est correct. Le prix actuel n'est pas juste... Ça va. D'accord? Sauf que nous, on ne va pas l'acheter à 140 dollars. On va l'acheter avec une décote supplémentaire. Donc, nous, par exemple, ce serait aux alentours de 70 dollars par là pour être un prix intéressant pour nous parce qu'on se protège au maximum. Donc, idéalement, 60 dollars par là. Mais si on garde les 100 milliards ici, les 100 milliards ici, les 107 milliards tout en ayant 5% de marge bénéficiaire de free cash flow, techniquement, le prix actuel à 17 fois les bénéfices, ça va être correct. Il y a une marge de manœuvre. D'accord? Il y a une marge de manœuvre. On se dira que c'est sous-évalué. Mais on ne l'achètera pas à 161 dollars ou bien au prix actuel. On va l'acheter à un prix moins élevé. D'accord? Ce qui nous permet maintenant de parler de dividendes. En date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise ici qui distribue un dividende. Ça fait combien d'années que cette entreprise distribue un dividende? Je ne dis pas que c'est une information très très importante parce que c'est le rendement des free cash flow qui nous intéresse parce que ça avait les free cash flow qu'on paye le dividende, qu'on rachète des actions, qu'on repaye la dette. 54 années de distribution de dividendes, 54 ans de croissance du dividende. C'est bien, c'est de l'information, sans doute ça plaît à certaines personnes. Mais nous ici, c'est de savoir, est-ce qu'au prix actuel, si l'entreprise venait à distribuer la totalité des dividendes en termes de free cash flow, combien est-ce qu'on aura en termes de rendement? Donc on prend ici 5,35 en considérant déjà notre première hypothèse qui est de 107 milliards de revenus. D'accord? Si on arrive moins à les maintenir. Par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est de 65,65
76. Attention, je n'ai pas pris en considération la dette parce que la dette peut changer tout. Si j'ajoute la dette ici, je prendrais plutôt valeur d'entreprise. Donc, je prendrais le free cash flow divisé par valeur d'entreprise, ce qui me donnerait un rendement moins élevé. Donc, on considère que dans un environnement parfait où il rembourse la dette au total, d'accord, ça nous donne ici juste une information générale. Donc, ça nous donnerait un rendement de 8%. Ce qui nous dira que l'entreprise pourrait être sous-évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord? C'est pour ça que je disais tantôt que si on prend en considération le 107 milliards en termes de revenus d'ici 2026, au moins état stationnaire, on se dira que le prix actuel est correct. D'accord? Ce n'est pas une opportunité d'investissement waouh, il est juste correct. Mais si vous ajoutez par exemple la dette à ce prix-ci, on avait dit que la dette ici est aux alentours de 16 milliards. Donc si vous prenez 107 plus 16, ça vous donne ici un total de combien? 123. Si vous prenez 5,35 divisé par 123, le rendement va à 4%. Donc la dette change tout. Quand on rajoute la dette, si on n'avait pas de dette, on allait être en rendement. Attendez, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est moi qui ai fait une erreur, excusez-moi. Je fais ici, excusez-moi, j'aurais dû faire 65,76, d'accord, plus 16, donc 16 milliards, donc ça donne valeur d'entreprise de 81 milliards, 81,76 milliards, donc je prends ici 5,35, donc 5,35, divisé par 81,76, qui est la valeur d'entreprise qui prend en considération la dette, ça nous donne un rendement de 6,5%. Donc, en prenant en considération la dette, ici, le rendement est de 6,5%. Si on enlève la dette, c'est 8%. Donc, si on rembourse totalement la dette, on pourrait avoir un rendement de 8,13%. Si on garde la dette actuelle, on pourrait avoir un rendement de 6,5%. Ce qui m'amène à dire que le prix actuel est juste correct. D'accord? Avec la dette prise en considération, le prix actuel est juste correct parce que 6,65, ça vous donne combien? Si vous prenez ici 100, d'accord, divisé par 6,54, parce que c'est un rendement, ça vous donne combien? 15 fois les bénéfices. D'accord? Donc, ça veut dire que, comme je vous l'ai dit tantôt, ça représente un rendement. Donc, sauf que dans notre 17 fois les bénéfices, comme on l'avait pris ici, on a pris en considération moins la dette. D'accord? Si on ne prend pas en considération la dette, on sera à quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ici, je dirais que le prix actuel est correct. D'accord? Si la croissance continue. Il est également correct si le revenu actuel reste au moins stable. Mais est-ce que ça représente une opportunité d'investissement? Waouh, je vous dirais, si vous prenez en considération la dette, voilà, il serait mieux d'acheter cette entreprise aux alentours des 116, 90 $ par là. D'accord? 90, 100 $ par là. Ça dépend de vous. Mais le dividende ici, il est safe. Il y a une possibilité de croissance pour qu'il aille à un niveau plus élevé que ça. Ça pourrait vous donner un yield on cost si l'entreprise n'a plus de dette d'ici 2026 très, très élevé si on vous distribue la totalité des dividendes. Donc, je dirais que le prix est bon. Mais maintenant, ça dépend maintenant quel est votre, en termes de rendement, qu'est-ce que vous recherchez précisément. Moi, je cherche un rendement de 10% au moins. Donc, ça veut dire que le prix actuel, voilà, je demanderais une décote supplémentaire. Ça, c'est mon avis personnel, d'accord? Donc, on se dira que les deux entreprises Target a un prix plus intéressant que Costco en date d'aujourd'hui. Mais maintenant, faites vos propres recherches. Et voilà, par rapport au prix d'acquisition ici, voilà, ça va dépendre de la stabilité au moins des revenus. Donc ici, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à Target et Costco. Donc j'ai plus une tendance pour Target en date d'aujourd'hui, mais bon, en termes d'opportunités d'investissement, personnellement, je ne l'achèterai pas, mais ça c'est juste mon avis à moi. Le dividende, il est safe, 3,5%, c'est correct, et avec un potentiel de rendement, si on prend en considération la dette de 6%, si on vous distribue la totalité du dividende, d'accord, vu qu'aucune entreprise ne distribue la totalité de son dividende en free cash flow, donc vous aurez peut-être sensiblement quelque chose de 4 à 5% par là, sachant que c'est une entreprise où il n'y a pas exactement une croissance très 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 élevée, d'accord, sachez que la croissance actuelle est exceptionnelle. C'est pour ça qu'il faut prendre cela avec des pincettes. Donc, faites attention au PER, faites vos propres recherches, allez-y au-delà des chiffres. Pourquoi est-ce que le revenu est élevé? Pourquoi est-ce que les marges sont élevées? Est-ce que c'est durable? Quelle est la taille du marché? Quelle est la stratégie? Pour les deux entreprises, pas juste pour Target, d'accord? Donc, on se donne ici rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, allez-y au-delà du dividende. Merci.